merci à toutes. Mon nom est Xania. Je suis l'animatrice et la fondatrice de Color Table et j'ai le plaisir de vous inviter à notre première table colorée. Donc, juste avant de commencer, on va faire un petit tour de table pour présenter les invités. Bonjour, mon nom c'est Esther, je suis éducatrice spécialisée dans une école primaire et je suis aussi la fondatrice de Jardin Essentiel, qui est une organisation pour éduquer et sensibiliser la population autour de la santé mentale, mais principalement la communauté noire. Bonjour, moi c'est Dina Husseini, je suis détentrice d'une maîtrise en sciences politiques et je suis en ce moment cofondatrice du projet Inclusion Jeunesse. Actuellement, je travaille à la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges à titre d'organisatrice communautaire pour le comité de concertation interculturelle. Donc, tous les enjeux reliés au vivre ensemble puis l'inclusion à Côte-des-Neiges. Bonjour, moi c'est Marie-Livia Boger, je suis avocate. Je pratique majoritairement en droit criminel, mais je fais aussi d'autres choses, d'autres domaines de droit. Je m'implique beaucoup dans la communauté, dans différents organismes comme Hoodstock. Je travaille sur différents projets comme programme de justice alternative en droit criminel et aussi présentement, justement, il y a une application sur laquelle je suis en train de travailler avec la clinique juridique de Montréal-Nord et d'autres organismes, qui est une application qui s'appelle Bon Cop, Bad Cop, qui va permettre en fait à tous les citoyens du Québec d'enregistrer leurs interpellations policières. Donc ça va permettre d'avoir comme toutes les différentes informations sur qui t'a arrêté, c'est quoi le numéro de matricule, c'est quoi les circonstances d'interpellation. Puis toutes ces données-là vont pouvoir être recueillies par nos cliniques juridiques. Et bien sûr, on va sortir des rapports à chaque fois. Donc c'est un moyen de protéger les citoyens, puis aussi de dénoncer précisément c'est quel type de problème on peut avoir, etc. Puis en plus, ça donne accès plus facilement à un avocat, à toute personne qui veut porter plainte en profilage racial. Moi, c'est Willis Nana, j'ai 31 ans. Je travaille dans l'informatique, plus spécifiquement le jeu vidéo. Pourquoi je suis là? Parce qu'on va parler de sujets qui me tiennent à cœur. Ce qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est égalité des chances, diversité, ou encore nouvelle masculinité. Ça me tient à cœur et surtout ça me passionne. Et comme ça me passionne, je suis là. Mais super, merci à tous d'être venus. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir autour de la table. Je voulais juste aussi remercier La qui nous permet de filmer ici à Bibico. On est dans le magnifique restaurant ici au Myland. Donc, je vais maintenant présenter le premier sujet en fait de cet épisode. On va faire un petit peu un recap de 2020. C'est une grosse année. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au niveau de la pandémie, au niveau du confinement. Au niveau de la santé mentale, on a perdu beaucoup de personnes durant cette année, il y a eu beaucoup de décès, même au niveau des gens les plus riches, les plus pauvres. Donc, c'est ça, je voulais un petit peu aborder un petit peu ce sujet-là comme brise-glace. Puis, on a aussi l'honneur d'avoir des gens qui ont fait des initiatives pendant cette pandémie-là, donc je voulais aussi pouvoir soulever ça. Donc, on sait justement que la pandémie, elle a affecté tout le monde, mais à différents niveaux. Donc, pourquoi, selon vous, qu'est-ce que cette pandémie elle a ressorti par rapport à notre société au niveau des inégalités sociales? Je veux dire, ça a juste accentué toutes les inégalités qui étaient déjà là. Puis, je veux dire, la manière que le PCU a été donné, c'est comme maintenant, tu dis que 2 000 $, c'est ça que les gens ont besoin, mais c'est pas ça que tu offrais avant. Donc, comme c'est sûr qu'on habite au Canada, donc c'est moins pire que dans les autres pays, mais tu sais, plusieurs problèmes comme l'éducation, la santé, tous ces problèmes-là font juste comme vraiment ressurgir. Puis même que je pense que les problèmes de santé mentale ont vraiment augmenté pendant la pandémie. Puis si tu appelles dans les organismes pour justement une aide en santé mentale, tu ne vas pas avoir de réponse tellement ils sont occupés. Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de... Fait que pour un peu rebondir à ce que tu as dit, c'est dans le fond, la pandémie, en fait, ça fait en sorte que les taux au niveau des problèmes de santé mentale ont augmenté, au niveau de toute la population. Mais il y a plusieurs causes qui font en sorte que ça a augmenté. Les causes principales, c'est que, premièrement, il y a l'isolement social. Donc, les personnes étaient isolées, ils n'avaient pas nécessairement... tout le monde était confiné, donc... tu peux pas nécessairement avoir le même réseau. Comme oui, tu as ton réseau social, mais c'est juste que tu es limité. Donc, tu es chez toi, c'est ça, tu es chez toi, ta routine est complètement changée.
Et les gens se sont retrouvés comme à continuer leur relation au niveau virtuel. L'accessibilité aussi aux soins à des psychologues ou d'autres professionnels de la santé a été... déjà l'accès aux soins aux professionnels, c'est quelque chose qui est déjà limité pour certaines... pour certaines personnes, dépendamment de ta condition, dépendamment de tes conditions comment je pourrais dire, sociales exactement. Et avec la pandémie, ça a été encore plus le cas, ça a été encore plus accentué. Donc, il y a ces causes-là aussi qui ont été... Ouais, c'est vrai. Et, moi, je dirais que la violence est rendue plus visible qu'elle ne l'était, même si on en parlait. On a vu, par exemple, la crise sanitaire à intégrer des crises sociales, profilage racial et violences policières, crise de santé mentale. On parle d'isolement. Le fait de rester à la maison, c'est un changement de mode de vie. Ça impacte la santé physique et mentale de plusieurs personnes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent souvent des organismes. Ils vivent grâce aux organismes, à l'aide des organismes qui sont là pour offrir leurs services gratuitement. Et du jour au lendemain, tout le monde est pas dans une même égalité, mais tout le monde a besoin d'aide. Puis ceux qui étaient déjà vulnérables sont encore plus vulnérables face à la situation. Je donne un exemple. Les personnes immigrantes à Côte-des-Neiges, bon, il y en a plusieurs qui sont parfois allophones. Et les services qui ont été soulignés par les autorités politiques, c'était seulement en français. Mais par exemple, la DRSP, elle n'a pas transmis les informations dans les différentes langues au départ. Le communautaire a pris sa responsabilité de fournir ces services, ces outils pour guider les populations vulnérables. On prend par exemple en compte la vague de chaleur qu'il y a eu. Il ne faut pas oublier qu'à Montréal, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des logements insalubres, parfois sans climatiseur, puis parfois ils n'ont même pas la capacité de s'offrir un ventilateur. Le communautaire n'est pas capable de fournir de ces services. Par contre, ils ont essayé de venir en aide à leurs membres, à la population vulnérable, de différentes façons. Donc, ils sont allés au-delà de leur mission. Il y en a qui ont vécu de la surcharge de travail. Il y en a qui ont dépassé les missions qu'ils devaient défendre, puis qui répondaient aux bailleurs de fonds. Donc, la crise sociale, puis la crise sanitaire, puis la crise économique varient d'une personne à l'autre, mais je crois qu'elle crée beaucoup de violence. Puis on est dans une étape où on comprend qu'il y a violence, mais on ne prend pas le temps d'en parler, je pense, de façon au-delà de la théorie. Qu'est-ce qu'il y a sur la pratique? Puis pourquoi les personnes vulnérables ne sont pas entendues? Moi, je n'ai pas vu, par exemple, un gouvernement qui parle d'augmenter le programme d'aide sociale. Je pense qu'ils gagnent $800, je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais on n'est pas venu aider les personnes qui ne travaillent pas, qui ont des problèmes d'handicap, qui sont parfois sans statut. On n'est pas venu aider la population la plus vulnérable, on est venu aider la classe moyenne, oui, c'est bien. Je pense que c'est nécessaire aussi pour différentes raisons, mais encore là, on oublie toujours les personnes oubliées. Malgré la crise, malgré le fait qu'on en parle, pour moi, c'est une des priorités, puis j'espère qu'on va le faire dans les prochaines années, même semaines. Que ce soit le communautaire, le politique, les autorités institutionnelles, les organismes de X, même les jeunes aussi ont une place à prendre dans cette crise-là. Mais tu as dit quelque chose de vraiment important, selon moi, au niveau des personnes qui sont déjà oubliées dans notre société. Puis une des communautés qui est les plus oubliées, selon moi, dans notre société, c'est les itinérants. Moi, je travaille justement comme intervenante avec des personnes en situation d'itinérance. Et ça, c'était vraiment un choc, voir à quel point ça a pris du temps pour ajuster les ressources des personnes qui sont dans la rue. Parce que ces gens-là, ils ont l'habitude de se réfugier dans des endroits qui maintenant étaient fermés. Donc là, on fait quoi avec eux? Donc ça j'ai vu ça aussi. On leur donne des billets de contravention. Ouais, les policiers font ça effectivement. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Mais justement, par rapport à la crise, je trouve que ça a vraiment mis en lumière des inégalités qui étaient là. Et je pense qu'à toute crise, il y a un mauvais côté, il y a un bon côté. Et je pense que des mouvements comme Black Lives Matter sont là justement pour mettre en lumière que en tant que minorité, quel que soit noir, femme, itinérant ou handicapé, il y a un mouvement qui est possible, il y a un après qui est possible. Et je pense que ça peut être un momentum pour toutes ces diversités
de créer quelque chose. En tout Ouais. cas, moi, c'est là-dedans que je veux agir. Très bon point. Tina, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton initiative que tu avais mis en place justement? Ouais, donc c'est à travers le travail. Donc il y a eu une initiative de camions portatifs en 12 langues. Donc l'objectif, en fait, l'idée provient de Paroles d'Exclus avec Boshra Manaï, entre autres, la directrice. Et c'est une amie à nous en commun. Donc on s'est dit, le problème existe à Côte-des-Neiges, il existe partout. Puis Côte-des-Neiges, c'est un quartier où il y a une forte densité de personnes allophones, immigrants, populations racisées et populations qui vivent dans des conditions économiques précaires. Puis d'ailleurs, c'est un des quartiers les plus diversifiés au Canada. Par contre, les informations qui s'étaient transmises par les gouvernements et les autorités étaient soit en français, soit en anglais, chose qui est normale, mais c'est pas, malheureusement, quand on parle d'inclusion, il faut rendre inclusif l'accès à l'information. Donc, on a décidé, avec l'aide du syndicat de la fonction publique canadienne, eux, ils nous ont offert gratuitement leur camion. Puis on a demandé à l'organisme CIARI qui travaille à Côte-des-Neiges de faire en 12 ou jusqu'à 14 langues l'information concernant les cliniques de dépistage mobile, les informations concernant le fait que des organismes offrent gratuitement des services en ce moment sur tous les enjeux, que ce soit logement, aide familiale, violence faite aux femmes, etc. Puis à chaque semaine, on essaie de tourner dans tout le quartier de Côte-des-Neiges pour faire passer le message. Et on a quand même eu beaucoup de commentaires de la population, comme quoi c'est comme un remerciement, puis ça permet de briser des barrières linguistiques, mais aussi de briser l'exclusion sociale, parce qu'il y en a qui ont peur de sortir de chez eux, puis il y en a même qui ont juste pas la capacité de communiquer en français puis en anglais, puis le fait que quelqu'un vienne avec un message dans leur propre langue, ça fait un bon au cœur. Donc, ça montre qu'on les a pas oubliés. C'est ça. Mais c'est ça, c'est drôle, juste pour rebondir sur ce que tu as dit. Au début, quand la pandémie elle a commencé, quand je rentrais dans les centres pour expliquer, parce qu'on avait tout changé la façon de fonctionner dans les centres, il y avait des itinérants, ils ne savaient même pas qu'est-ce qui se passait. Comme pour vous montrer à quel point ils sont coupés de la société, j'étais comme, OK, ben désolé monsieur, on ne peut pas rester à cause de la pandémie. Quelle pandémie? Quel virus? Ils n'ont pas accès aux journaux vraiment, ils n'ont pas vraiment accès comme aux réseaux sociaux, tout ça. Donc, c'est des affaires qu'on ne pense pas vraiment qu'on n'est pas dans cette situation-là. Mais c'est ça, ça amène un peu aussi au point de ton initiative aussi avec Woodstock. Oui. Woodstock, justement, Montréal-Nord était devenu le premier quartier à avoir le plus haut taux de cas de COVID-19. Pourquoi, selon toi? Ben, selon moi, et pas seulement selon moi, c'est les faits disent que Montréal-Nord est rempli de travailleurs essentiels. C'est des travailleurs dans la santé, ce sont des travailleurs en éducation, ce sont des travailleurs dans les marchés, ce sont des travailleurs comme essentiels. Hein. Puis tu sais, il y a comme un autobus à Montréal-Nord. Tout le monde le connaît, puis tout le monde prend ce bus qui passe à chaque 30 minutes. Donc là, tu sais, quand tu habites dans un HLM, que tu travailles dans un hôpital, puis que tu prends l'autobus pour aller jusqu'à ton hôpital et retourner chez toi, évidemment que c'est ça qui va arriver. T'sais. Puis aussi, à Montréal-Nord, il y a beaucoup de réfugiés. Puis beaucoup de ces réfugiés-là travaillent dans des CHSLD aussi. Donc, ça, c'est ce qui a expliqué aussi le fait que beaucoup de personnes ont contracté la COVID-19. Puis, avec ces chiffres-là, Woodstock, a décidé comme ça, du jour au lendemain, de distribuer des masques, puis d'assurer que tout le monde savait c'était quoi pour faire plus attention, savait c'était quoi les règles de distanciation. Mais qu'est-ce qui est vraiment drôle, c'est que, les nouvelles disaient genre, ah ouais, Montréal-Nord, ils savent pas, ils respectent pas les règles et tout. Mais quand on allait distribuer des masques, il n'y avait personne dehors. Personne. Donc, on donnait les masques par les balcons, puis on criait, ouais, lisez, genre, si vous avez des questions, voici les organismes et tout, mais comme, tout le monde respectait les règles à Montréal-Nord, tu sais. Puis c'est sûr que, les gens se plaignaient des épiceries, mais les épiceries, c'est un peu plus difficile, mais comme sinon, genre, quand tu y allais, comme, c'est pas le monde justement, de fait que les gens, à cause de leur culture, savent pas respecter les ça, règles. c'était vraiment les médias, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais aussi, qu'est-ce que Dina a dit par rapport à la langue, justement, à Montréal-Nord, Paradoxia a fait la même chose. Puis avec la clinique juridique aussi, vu que les droits changeaient tout le temps, on avait décidé de justement faire des posts par rapport aux droits des gens pendant la COVID. Est-ce que le propriétaire a le droit de t'expulser? Est-ce que tu peux aller et retourner travailler s'il n'y a pas les protections nécessaires, etc. Puis on l'a fait en 5 langues.
Donc, tu sais, comme je pense que ça a quand même beaucoup aidé, là, ça a été repartagé. Puis, ouais, ça, c'est sûr qu'on, comme elle dit, la langue, c'est quand même une grosse étape. Tu sais, moi, en tant qu'avocate, j'ai un client qui a eu une amende de 1500 $ parce que lui, il parle juste espagnol. Puis, il ne savait pas qu'il ne pouvait plus recevoir du monde chez lui. Lui, il se fiait tout le temps à son propriétaire. Puis, son propriétaire ne lui a pas dit. Son propriétaire a juste appelé la police. Puis, comme lui, il a reçu un billet de contravention, mais il n'a même pas compris pourquoi il recevait un billet de contravention. Tu sais. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Puis, justement, il y a une initiative présentement avec des avocats et différents organismes pour contester toutes les billets de contravention qui ont été donnés pendant la COVID, en lien avec la COVID. OK, c'est vraiment intéressant. Sinon, je voulais quand même parler un petit peu plus de la santé mentale parce que c'est encore quelque chose qui a laissé des répercussions jusqu'à maintenant et qui, je pense, nous permet de réaliser à quel point la santé mentale, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous auriez peut-être comme conseil que vous avez fait pendant ce confinement-là, que vous donneriez peut-être aux autres, des gens qui regardent? Je sais que, en fait, la santé mentale, c'est comme un sujet qui est quand même assez tabou et surtout entre les minorités ethniques, c'est un sujet qui est très tabou. On n'aime pas en parler, on n'aime pas discuter de ça. Tout le monde doit toujours être correct, tout le monde doit toujours être souriant. On est toujours en train de travailler, toujours, on n'a jamais de pause. Puis ensuite, le suicide, c'est un autre sujet qui est hyper tabou, surtout chez les hommes pour une raison ou une autre. Donc, je ne sais pas si vous avez des conseils ou des commentaires par rapport à ça. Moi, je dirais mon conseil. En tant qu'homme, si un homme a les moyens d'aller voir, de faire une thérapie, voir une psy, je trouve, ou même l'avoir en cadeau, je trouve que c'est un très beau cadeau. Ça peut être mal perçu, mais vraiment, voir une thérapeute, voir un thérapeute, voir une psy, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avancer dans la vie parce qu'on a chacun des bloquants, des choses qu'on pense ne pas pouvoir faire, des fausses pensées, des choses qui nous ralentissent. Et voir un spécialiste en santé mentale peut nous alléger en fait et nous permettre d'aller mieux, même si on va bien. Moi je l'ai fait, je continue à le faire et c'est une très bonne chose en fait. Ouais. Il n'y a rien de négatif à ça. C'est comme aller voir un médecin, j'ai mal au pied, je vais voir un médecin. J'ai un petit souci personnel, il m'arrive de voir ma psy, c'est pas du tout un tabou pour moi. Il faut normaliser ça. Exactement. Je suis d'accord. Mais tu sais, pour aider à normaliser, il faut le rendre accessible aussi. C'est vraiment cher. C'est cher. Puis comme moi, je suis aussi étudiante à la maîtrise, en même temps de faire qu'est-ce que je fais. Puis comme j'ai des assurances pour ça, mais ça me coûte quand même 130 $ par séance si je veux le faire. Tu sais, c'est comme, je veux dire, à un moment donné, puis si je donnerais un conseil par rapport à la santé mentale, c'est sûr que c'est difficile de donner un conseil par rapport à la santé mentale aux personnes. C'est pas seulement on va courir dehors ou on va faire du yoga, ça va plus loin que ça. Mais je dirais aussi que c'est de s'écouter puis de savoir prendre une pause par rapport à l'actualité, par rapport à les réseaux sociaux, de ne pas avoir peur de prendre une pause puis de dire comme ok, là il y a trop de choses qui se passent présentement, je prends une pause parce que j'ai besoin de ça. Parce que des fois on pense que comme ok, il y a la pandémie, il y a les inégalités, je dois militer, je dois comme défendre mon point et tout ça, mais en même temps, oui, mais de l'autre côté, il ne faut pas que tu t'oublies. Parce que sinon, comme, on va te perdre. Puis c'est pas ça qu'on veut, on veut que tout le monde puisse s'en sortir. Donc c'est de savoir s'écouter, puis pour moi, en tout cas, ça m'a aidé durant la pandémie. J'ai pris une pause par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'actualité, puis ça m'a fait du bien parce que ça m'a pu aider aussi à repartir du bon pied, puis à avoir mes priorités, puis à savoir comment établir une bonne routine. Ouais, non, je suis vraiment d'accord. Je vais rebondir avec ce que tu dis, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, par rapport à ce que ça nous propose, c'est infini. Donc, il vaut mieux prendre une pause, parce que sinon, on va toujours avoir du contenu. Donc, l'idée, c'est de ne pas hésiter à se déconnecter, parce que justement, ça peut être néfaste s'il y a trop d'informations. Donc, ça, c'est l'hygiène d'utilisation en termes de réseaux sociaux. C'est très important de prendre des pauses. Je voulais juste dire un truc, merci d'en parler aussi facilement que, par exemple, j'ai pas souvent l'habitude d'entendre un garçon dire j'ai recours à des services de psychologie. Je sais que chez les femmes, on va être de plus en plus amené à en parler, mais c'est la première fois que j'entends un garçon me dire
aussi facilement, j'ai recours à ça. Puis en même temps, je pensais à ça, moi je suis une minorité racisée, je suis arabo-musulmane, puis j'ai toujours eu le concept de vouloir travailler fort pour réussir parce qu'il faut que je prenne ma place. Puis j'ai souvent perçu, en tout cas dans mon environnement, avoir recours à un service d'aide psychologique, c'est encore un travail à faire, c'est pas accepté par tous. Mais c'est un travail à faire de déconstruire le mythe de c'est quoi avoir recours à un psychologue. Puis en tant que personne racisée, j'ai souvent l'impression qu'on veut tellement... puis c'est normal, on vit déjà des barrières, puis vivre la barrière aussi au travail, ça nous crée des stress. Et de se montrer comme faible, c'est comme si on était en train d'échouer quelque part, j'ai l'impression. Donc, on veut toujours avoir c'est comme un syndrome de performance aussi, de ne pas vouloir échouer. Puis je trouve que, dans mon entourage, on a beaucoup parlé avec les personnes racisées sur cette question-ci. On a peur de démontrer comme quoi on est faible parce qu'à la moindre faiblesse, c'est comme si on nous tassait et on ne voulait plus de nous, que ce soit dans nos milieux de travail comme dans nos milieux d'engagement bénévole. Donc c'est ça. C'est ça. Puis comme par rapport à la communauté noire, juste toi, t'es un homme noir là. C'est comme, tu sais, c'est genre, comme, tu sais, juste dans la communauté noire, si tu dis à quelqu'un peut-être que tu devrais aller consulter, c'est une insulte là. Genre, t'es en train d'insulter la personne. Justement, moi, quand j'ai dit à ma mère que je voyais une psy, elle me fait mais pourquoi tu perds ton temps? Tu vas prier à la place. Exactement. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que depuis tout petit, je suis efficace, j'arrive à faire plein de choses, mais je vais pas le faire de la bonne manière, donc ça va me faire perdre du temps. Et voir une psy m'a montré qu'en fait, le tout, c'est pas de travailler fort, mais c'est de travailler efficacement. Pour travailler efficacement, il faut avoir des méthodes. Et souvent, dans la communauté noire, on peut travailler fort, mais si on ne le fait pas efficacement, en fait, c'est de l'énergie qui est perdue. Donc ça m'a appris à être méthodique. Et c'est ma psy qui m'a appris à être méthodique, parce qu'elle m'a dit, ok, tu es super motivé, mais si tu mets trop d'énergie dans un élément qui ne va pas te rapporter du plaisir, ça ne va pas être intéressant. Donc ça m'a amené l'aspect stratégique dans ma vie. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que finalement, j'ai vraiment une chance inouïe dans ma vie de faire un métier qui me plaît, qui me passionne, d'avoir plein d'opportunités professionnelles et personnelles. Mais ça, c'est dû au fait que j'ai organisé ma vie. Et c'est l'axe psychologique qui m'a aidé à faire ça. C'est de là de prendre une pause, puis de reculer, tu sais, des fois, tu sais, comme, t'as juste besoin... Moi, en fait, genre, je réalise mon état d'esprit va avec l'état de propreté de mon appartement.